Những thảm họa trong quá khứ nhắc nhở rằng chúng ta rất dễ bị tổn thương khi đối mặt với những hòn đá rơi từ trên trời xuống. Nhưng nhân loại làm thế nào để tự bảo vệ, làm thế nào để sống sót trong những vụ va chạm được báo trước? Từ nhiều năm trước, một cộng đồng quốc tế đã được huy động. Mục tiêu là cho ra đời những thiết bị có thể làm chệch hướng những thiên thạch chết người này. Cuối năm 2013, Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã thành lập một đội ngũ chuyên gia nghiên cứu những kịch bản có nhiều khả năng nhất. Ginvest Prado, một kỹ sư của CNRS, là một trong số đó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là làm lệch hướng đi của thiên thạch, biến đổi các điều kiện để tránh một vụ va chạm. Có nghĩa là làm cho nó đến sớm hơn hay chậm hơn để nó chỉ lướt qua hành tinh chúng ta. Để làm được điều đó cần phải sử dụng phương tiện đặc biệt, như tạo ra một vụ phóng mạnh mẽ tác động đến thiên thạch trước khi nó chạm đến trái đất nhiều năm trước, hay nhiều vụ bắn phá nhỏ nhưng liên tục lặp lại. Ou alors, au contraire, une impulsion qui est plus continue, mais qui est beaucoup plus faible. Những thiết bị những tưởng chỉ có trong những câu chuyện viễn tưởng được đưa ra nghiên cứu. Một số người tưởng tượng ra rằng một tàu thăm dò có khả năng làm lệch hướng thiên thạch bằng trọng lực, hay sử dụng tia laser cực mạnh có thể phá tan thiên thạch thành những mảnh nhỏ vô hại. Một số khác thì lại nghĩ đến việc làm thay đổi lộ trình của thiên thể bằng một tấm bảng khổng lồ che khuất ánh sáng mặt trời. Một mặt của thiên thạch bị đốt nóng bởi tia nắng mặt trời không có không khí. Vì thế sự khác biệt về nhiệt độ trên bề mặt của nó là rất lớn, khoảng 400 độ C giữa điểm nóng nhất và lạnh nhất. Để làm nguội phần nóng nhất chỉ cần lồng vào khoảng vài trăm mét đến vài km trên một bề mặt bằng một tấm lưới hay cái gì đó có thể làm giảm bớt năng lượng mà thiên thạch này nhận được. Vì thế nó sẽ nguội dần đi. Làm biến đổi nguồn ánh sáng mà thiên thạch nhận được cho phép giảm nhẹ vận tốc di chuyển của nó. Vì thế nó sẽ sượt qua trái đất thay vì đâm sầm vào với lực phá hoại lớn. Nhưng để đạt được hiệu quả, tất cả các sứ mệnh làm chệch hướng này phải được thực hiện từ nhiều thập kỷ trước, mà trong nhiều trường hợp mối đe dọa lại không được phát hiện sớm. Trong trường hợp khẩn cấp thì đây là một hướng giải quyết triệt để nhất có thể hình dung ra. Phương pháp duy nhất rất dữ dội mà người ta nghĩ đến có thể giải quyết tất cả các vấn đề va chạm, đó là làm nổ thiên thạch bằng bom nguyên tử. Nhưng cũng tùy thuộc vào kích thước của thiên thạch. Đến nay sẽ nảy sinh ra vấn đề khác, đó là đạo đức và pháp lý, bởi vì việc đưa bom nguyên tử vào không gian là vi phạm lệnh cấm của quốc tế. Lúc này việc sử dụng bom nguyên tử không phải là lựa chọn sáng suốt vì những nguy cơ của sứ mệnh là rất lớn. Nhưng một thiết bị khác đầy hứa hẹn đang được nghiên cứu, người ta gọi đó là động lực va chạm. Nguyên lý của nó là đâm thẳng vào thiên thạch với tốc độ 30.000 km/h. Percuter un astéroïde à plus de 30 000 km/h. À Noordwijk, aux Pays-Bas, từ Áo cho đến Hà Lan, một đội ngũ của cơ quan không gian châu Âu có nhiệm vụ chuẩn bị những kế hoạch cho tương lai về chương trình làm lệch hướng. Ở đây, cuộc thử nghiệm đầu tiên có thể diễn ra trong vài năm nữa giữa thiên nhiên. Ngày nay, các chuyên gia đến từ khắp châu Âu tập trung lại để bàn tất cả các khía cạnh của sứ mệnh tương lai, như cấu trúc của phi thuyền, năng lượng tự hành hay các dụng cụ phụ trợ phải chuyên trở. Tất cả các chi tiết đều phải xem xét kỹ càng. Ok, faisons un point précis sur la configuration. On peut avoir ce type de proportion, quelque chose comme ça.
Une chose que nous devons planifier, c'est d'avoir un bon angle de vue quand Chúng ta l'impacteur phải lên sera kế hoạch về lancé. góc độ chính xác Comme khi thiết ça, bị này même được s'il y a phóng une đi, petite bởi vì incertitude chỉ ou une chênh lệch một variation góc de độ rất nhỏ trajectoire hay au sự moment biến de đổi la của bệ frappe, phóng cũng gây on ảnh sera hưởng. toujours sûr Những de gì pouvoir chúng ta đưa envoyer la lên đó charge cũng phải dessus. tính toán vì nó rất Peu quan importe ce trọng. qu'il se passe, c'est primordial d'être placé là. Cette sonde modélisée Tàu thăm pourrait dò entrer mẫu en này sẽ được chế fabrication tạo très trong thời gian prochainement. sắp tới. Elle serait la Nó sẽ là tàu première à thăm dò partir đầu en tiên va chạm với éclaireur thiên thạch à la để làm rencontre lệch de hướng. l'astéroïde à dévier. Andrés Galvez, le coordinateur du Andrés programme Galvez, européen, cộng tác vient viên của chương s'assurer trình que châu Âu tout này est en bonne muốn bảo marche. đảm cho tiến trình diễn ra suôn sẻ. La distance d'observation Khoảng pour cách toute la quan mission sát est de toàn bộ combien? sứ mệnh này là bao nhiêu? Từ khoảng De cách 35 35 km. km. Cette mission est menée en collaboration avec la NASA. Elle Sứ mệnh này impliquera có deux sự cộng vaisseaux tác của spatiaux. NASA với hai phi Un thuyền, impacteur de một 300 vật va kg chạm nommé 300 DART kg mang tên qui ira Trap percuter sẽ đâm vào thiên l'astéroïde thạch và một et tàu une thăm dò sonde FP. baptisée AIM. Cette dernière Con sera tàu này chargée chịu de trách nhiệm mesurer đo đạc độ l'efficacité lệch de la hướng từ góc déviation của trái qui đất sera với thiên alors thạch. imperceptible depuis la Terre. Hai phi Les deux thuyền sẽ vaisseaux gặp se nhau vào tháng 10 rencontreront. năm 2022. Ils ont rendez-vous en octobre Đó cũng là 2022. ngày mà DART tham gia vào C'est à sự cette date kiện que để DART đo va đạc kết frapper, quả của vụ va pendant que chạm. le vaisseau AIM assistera à l'événement et pourra alors mesurer les conséquences de cet impact. La cible s'appelle Didymos. Mục tiêu tên gọi là Il s'agit Didymos. non pas Đó d'un, không phải mais là de một mà deux là hai thiên astéroïdes. thạch. Một L'un cái bị lực gravitant hút autour de của trọng l'autre, lực xoay tout comme quanh le cái fait còn la lại Lune giống như autour mặt de la trăng với trái Terre. đất. Le Thiên premier thạch thứ nhất astéroïde, lớn le hơn plus khoảng gros, 800 mét. fait environ Nó dễ 800 dàng bị mètres. nhận ra bởi camera trên phi thuyền. Il sera facile à repérer pour les caméras du vaisseau spatial. Et puis il y a le Cái plus còn lại petit, nhỏ hơn il chỉ fait 150 150 mètres. mét nhưng cũng đủ lớn để trở thành một Il a une viên taille nắm bắn và suffisante. cũng đủ nhỏ Il est để assez có gros thể pour qu'on đưa puisse nó đi ajuster le lệch tir hướng. et le frapper, mais aussi suffisamment petit pour envisager de changer sa trajectoire de façon notable. Le plus gros Vật thể objet lớn nhất servira dùng donc để de làm point de cột mốc repère để đo pour sự lệch mesurer hướng. la déviation. Si la mission est un succès, Nếu như de sứ mệnh này nombreux thành autres công thì sẽ có géocroiseurs nhiều pourraient thiên un thạch jour khác sẽ être bị làm lệch déroutés, hướng trong tương lai, à với condition điều kiện bien là chúng sûr không qu'ils ne quá soient to pas lớn. trop gros. À présent, envoyer des Hiện sondes nay dans đưa tàu l'espace thăm à dò la vào không découverte gian để des phát hiện thiên astéroïdes thạch qui vây nous quanh chúng ta entourent đã trở est thành việc devenu bình quasi thường. routinier. Tout l'enjeu est désormais de Mục tiêu parvenir lớn à s'y hơn là đến poser được thiên thạch afin thăm d'y dò và effectuer lấy des được từ nó prélèvements những pour mieux gì nó đang comprendre cất ce giữ. qu'il recèle. Un projet qui pourrait paraître utopique. Dự án có vẻ không tưởng nhưng trong vài năm Depuis gần đây quelques nhiều années, sứ les mệnh missions không gian d'exploration đã đạt được spatiale những bước ont tiến franchi quan des trọng. étapes cruciales. En ligne de mire, d'autres objets Ở điểm célestes. ngắm từ trạm vũ trụ Les Hòa Bình comètes. còn có những Tout thiên comme thể les khác, astéroïdes, những sao chổi. elles sont des Tất cả reliques đều de la giống như formation thiên de thạch. notre Chúng système cũng là solaire. tàn tích sinh ra từ sự Elles hình sont thành của composées hệ de mặt glace et trời. de Chúng poussière được kết hợp et ont từ déjà rất nhiều croisé mảnh la đá route nhỏ de và có notre khả năng planète. cắt ngang quỹ đạo trái đất. En 2006, Năm après 8 années de 2006, sau voyage, 8 năm du la hành, sonde tàu thăm dò Stardust Stardust ramène sur Terre mang về des trái đất échantillons de những mẫu bụi lấy poussière từ đuôi của một captés sao dans la chổi, queue d'une một kỳ comète. tích chưa từng có Un trước exploit đó. jamais réalisé auparavant. En 2014, Năm les 2014, astronomes các nhà font un thiên pas văn de học plus tạo avec la thêm một bước mission tiến nữa với Rosetta. sứ mệnh Rosetta. Pour la Lần première đầu tiên fois, họ đưa ils được một parviennent à tàu thăm envoyer dò une vào quỹ sonde đạo của en sao chổi orbite có autour đường d'une kính 4 comète de km 4 và cách km trái de đất diamètre 434 et à triệu km. 434 millions de kilomètres de la Terre. Grâce à l'atterrisseur Philae, les Nhờ vào máy scientifiques đáp espèrent Philae, collecter các des nhà khoa học données hy vọng inédites. thu thập được những thông tin chưa từng có. En effet, sur ces Quả vậy, comètes, trên những sao comme sur chổi les cũng như trên thiên astéroïdes, thạch se chứa đựng trouvent des những yếu tố éléments rất đáng được particulièrement nghiên cứu recherchés trong dans hệ le mặt système trời, solaire, như nước, các de chất l'eau sinh học. et de la matière organique. Ainsi, au cours de Trong lịch l'histoire, sử, các vụ va ces chạm diễn ra bombardements thường ont xuyên, aussi été mang đến cho trái đất những providentiels, thành phần cần apportant thiết sur cho sự Terre xuất les hiện của ingrédients sự sống. essentiels à l'apparition de la vie. Connaître la Biết được cấu composition de tạo của ces những vật thể objets này cho pourrait phép hiểu được permettre de sự tiến hóa comprendre của hành tinh l'évolution de chúng ta, notre sự planète, xuất hiện của de đại dương và l'apparition những des vi khuẩn océans đầu tiên à ra celle đời. des premières bactéries. Mais ces Nhưng những corps thiên thể này cũng renfermeraient mang trong aussi mình những bien kho báu d'autres khác. richesses. Pour les étudier, Để les nghiên cứu scientifiques chúng, các nhà disposent khoa học phải thu d'échantillons à thập được portée de những mẫu main, vật như des những mẫu thiên météorites thạch từ khắp nơi ramassés trên thế aux giới. 4 coins du monde. À
À Paris, dans le laboratoire d'études de la matière extraterrestre, la composition de ces objets est analysée. Cet appareil haute technologie s'appelle la NanoSIMS. Elle permet de dresser une cartographie complète des éléments chimiques qu'ils contiennent. L'échantillon est mis à l'intérieur. François Robert, le responsable de l'équipe, vient faire le point sur les premiers résultats. Ça, c'est tous les résultats de la nuit. Intéressant, ouais. Et là, ça commence sur 8-10-5 et ça finit 8-10-5. Le nickel, c'est à peu près la même concentration dans la théanite et la carnotite. Non, c'est pas obligé. Du nickel, du platine, du palladium. Tous ces éléments qualifiés de métaux rares sur Terre sont très souvent décelés dans les météorites. Et les concentrations de ces éléments s'avèrent bien plus importantes que dans les roches terrestres. Cet échantillon conservé au laboratoire en est la preuve. Donc ça, c'est une météorite de fer. On la reconnaît bien, la destructure tout à fait particulière. Et on voit très bien ici les entrecroisements des minéraux métalliques. C'est deux formes minéralogiques du nickel qui forment ces figures qui sont très caractéristiques. Sur la Terre, il n'y a aucun caillou qui ressemble à ça. En effet, il y a 4,6 milliards d'années, lors de la formation de la Terre, ces métaux ont migré vers le noyau de la planète. Aujourd'hui, le métal qui est contenu dans les météorites, il est au centre de la Terre. Il n'y a pas beaucoup de métaux précieux sur la Terre, parce que tous les métaux précieux vont avec le métal liquide. Donc, quand le noyau de la Terre s'est différencié, il a coulé au centre et il a emmené avec lui tous les métaux précieux. L'or, le platine, le palladium, le ruthénium, tout ça est au centre de la Terre aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'ils sont précieux d'ailleurs, parce qu'on ne les trouve pas beaucoup à la surface. Dans les météorites, ils sont présents en abondance qu'on appelle l'abondance solaire, c'est-à-dire une abondance 100 à 1000 fois quand même l'abondance des roches terrestres habituelles. Tous ces éléments sont présents dans nos objets quotidiens, les batteries, les smartphones ou encore les ordinateurs. Mais à la surface de la Terre, les faibles ressources minières s'épuisent inexorablement. Une solution serait donc de pouvoir les exploiter directement dans les astéroïdes. Certains d'entre eux pourraient être des blocs de métaux purs, avec à leur surface des concentrations d'or et d'argent et de bien d'autres éléments rares, dépassant largement les ressources terrestres. Aux États-Unis, plusieurs jeunes startups se sont lancées dans ce bon filon. La société Planetary Resources compte parmi ses investisseurs le cofondateur de Google ou le cinéaste James Cameron. Elle lançait en 2012 son premier clip promotionnel vantant un projet fou. Planetary Resources veut rendre accessibles ces ressources naturelles en faisant de l'extraction minière sur les astéroïdes proches de la Terre. Installer des mines sur un astéroïde pour en exploiter le métal et le commercialiser sur Terre, cette entreprise n'est pas la seule à y penser. Elle compte une principale concurrente, Deep Space Industries. Elle a été créée début 2013 par un ancien astronome et ses locaux côtoient le campus technologique de la NASA en Californie. Une dizaine d'ingénieurs travaillent sur ces projets faramineux, parmi eux Daniel Faber, responsable du développement des futures missions. Ce sera vraiment un business incroyable. La raison à cela, c'est que les ressources qu'on peut trouver sur ces astéroïdes représentent plus de matière que tout ce qui a déjà été exploité à présent à la surface de la Terre. Sincèrement, une fois que les infrastructures pour y accéder seront construites, il y aura un énorme boom. Tout ce marché va faire des gens millionnaires et même...
L'exploitation des ressources contenues dans 1 km3 d'astéroïdes pourrait rapporter 5 000 milliards de dollars. Un marché immense s'offre à ces sociétés pionnières. Dans quelques années, elles prévoient d'ailleurs de lancer leur propre mission spatiale. On doit aller plus loin que les observations que l'on a pour vérifier si la composition correspond à ce que l'on attend. Et on devra mettre en place de nouveaux modèles en fonction de ce qui s'y trouve et des propriétés des matériaux qui les constituent. Donc, le premier objectif de Deep Space Industries est de lancer la mission Firefly pour aller voir et comprendre ce qu'il y a dessus. Ces petits vaisseaux de 30 cm de long seront chargés de repérer les astéroïdes les plus prometteurs dans le voisinage de la Terre. Si cette première étape fonctionne, d'autres missions verront le jour. Ensuite, on lancera la mission Dragonfly. Cette fois, il s'agira d'aller prélever des échantillons et d'être capable de ramener des morceaux entiers sur Terre. Par la suite, on travaillera avec des morceaux de plus en plus gros. Au-delà de ça, on pourra passer à la phase d'extraction et en ramener des milliers de tonnes. Mais pour que ces astéroïdes deviennent le nouvel Eldorado tant attendu, il faudra parvenir à dépasser un obstacle de taille, le coût exorbitant des missions. Il se chiffre en milliards de dollars. À l'avenir, tout l'enjeu est de minimiser les dépenses liées au décollage depuis la Terre. Ces plans ne sont pas vains pour autant. Depuis des années, les scientifiques rêvent à des machines toujours plus futuristes qui permettraient de repousser les frontières de l'espace. Pour Christophe Bonal, expert au CNES, s'affranchir de la gravité est un enjeu fondamental pour les futures missions spatiales. Pour cela, l'un des projets phares serait de construire un ascenseur géant, une cabine au départ de la surface du globe, suspendue à un câble flottant dans l'espace. Le concept, c'est pas on monte pas une tour depuis la surface du globe jusqu'à l'orbite. Au contraire, ce qu'on fait, c'est qu'on place un gros satellite géostationnaire. Donc géostationnaire, c'est-à-dire qui semble fixe par rapport à la Terre, qui tourne en même temps que la Terre, donc à 36 000 km d'altitude au-dessus de l'équateur. Voilà. Et à partir de ce satellite géostationnaire, on fait descendre un câble qui va descendre jusqu'à la surface du globe. À la surface du globe, on l'accroche, par exemple, sur une plateforme pétrolière. Ce câble, qui mesure pas moins de 36 000 km de long, est extrêmement lourd. À cause de la gravité terrestre qui l'attire vers la surface, il ne pourrait pas rester tendu en altitude bien longtemps. Pour éviter qu'il ne tombe, un objet suffisamment massif et placé hors de portée de l'attraction de la Terre pourrait être utilisé pour faire le contrepoids. Toute la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on met comme contrepoids. Certains ont proposé de mettre un petit astéroïde, par exemple, comme contrepoids, de manière à garantir que le centre de gravité de l'ascenseur spatial soit au bon endroit. Donc, au fur et à mesure qu'on monte sur ce câble, on va aller de plus en plus vite, et il y a une altitude où, si on part de cette altitude-là, on est éjecté vers la Lune, et une autre altitude où, si on part de là, on est éjecté vers Mars, l'autre vers la ceinture d'astéroïdes, et l'autre dans quelque part. C'est un rêve utopique, mais c'est un rêve de porte ouverte vers l'espace. Dans plusieurs décennies peut-être, cet ascenseur pourrait offrir une multitude de nouvelles possibilités. Envoyer du matériel dans l'espace et rendre viable l'exploitation des minerais sur les astéroïdes. Une autre étape fondamentale de la conquête spatiale serait de transporter des hommes jusqu'à ces corps lointains. Ce rêve est déjà à portée de main de la première puissance du monde. We'll start by sending astronauts to an asteroid for the first time in history. Aujourd'hui, l'agence spatiale américaine a mis au point un scénario bien huilé pour que des hommes puissent fouler le sol d'un de ces objets d'ici 2025. La mission comprendra plusieurs étapes.
L'idée serait de capturer un petit astéroïde, on parle de 7 ou 8 mètres de diamètre, l'enfermer dans une espèce de filet, faire toute une trajectoire extrêmement complexe pour l'emmener à proximité vers chez nous, typiquement autour de la Lune. Là, il pourra y avoir une mission, un vol habité, avec des hommes qui iraient explorer, qui iraient étudier l'astéroïde in situ. Un vaisseau qui prendrait dans son filet un astéroïde pour le tracter jusqu'à un point donné. Un tel projet semble tout à fait réalisable pour ce spécialiste. La mission en elle-même est extrêmement ambitieuse parce qu'elle est extrêmement complexe, mais ne s'appuie que sur des technologies dont on dispose déjà aujourd'hui. C'est le lanceur lourd SLS est en cours de développement en ce moment. Son premier vol est prévu, je crois, en 2019. La capture de l'astéroïde proprement dit est un peu complexe, mais fait appel à des techniques qui sont déjà connues. Donc, il n'y a pas réellement de difficultés autre que financière et décisionnelle et politique, comme d'habitude. Déjà, des sessions d'entraînement en apesanteur sont organisées pour préparer les futurs astronautes à des conditions qui ne ressembleront à aucune autre. Des températures extrêmes, une force de gravité proche de zéro et des dizaines de mètres cubes de roches à explorer. Si cette mission voyait le jour, ce serait une toute nouvelle ère de la conquête spatiale qui s'offrirait au monde entier. Khi mà chúng ta tìm thấy được thủy thiên thạch và đến để khai thác nó, chúng ta phải nghĩ ra những công cụ để khai thác và khí oxy, hydro, nhiên liệu, và chúng ta phải xem những thiên thạch nó giống như bước trung gian để đi đến những nơi xa hơn. Đó là điều đáng tin cậy nhưng không phải trong nay mai. De se servir des astéroïdes comme point intermédiaire vers des missions beaucoup plus lointaines et sur lesquelles on pourrait faire le plein, ni plus ni moins. C'est crédible, c'est pas demain. Dans le futur, les astéroïdes seront de véritables tremplins pour les missions spatiales. Ils pourraient fournir un ravitaillement aux vaisseaux en route vers des contrées lointaines de l'espace et combler les carences minérales de la Terre grâce à leur abondante richesse. Avec tout ce qu'on peut trouver sur ces roches, du carburant, du métal, de l'oxygène, on pourrait changer l'économie et faire du business dans l'espace. Mais au-delà des promesses, ces objets suscitent encore des sentiments contradictoires. Une partie de la communauté scientifique continue de les considérer comme une menace mortelle. Vous pouvez avoir des objets plutôt petits, de 50 à 100 mètres tout au plus, qui peuvent avoir des effets catastrophiques s'ils tombent sur une ville. Environ 430 géocroiseurs sont connus et pourraient potentiellement frapper la Terre dans les 100 prochaines années. Aujourd'hui, malgré une surveillance accrue des astéroïdes, le risque zéro n'existe pas. Mais grâce aux scénarios les plus fous mis au point dans les agences spatiales, il est désormais possible d'imaginer en réchapper. Connaissance et les progrès technologiques éloignent chaque jour un peu plus le danger. Mais qu'il s'agisse de dérouter des astéroïdes ou de les exploiter, la finalité de toutes les futures missions soulève aussi de nombreuses questions. Une déviation serait-elle dénuée de risques? Où fixerons-nous les limites de l'exploration de ces objets? Demain, les États, les agences spatiales et les sociétés privées lancées dans cette nouvelle conquête pourraient se disputer ces cailloux très convoités. Verrons-nous un jour de nouvelles frontières entre les nations se dessiner dans l'espace? Ce sont ces enjeux éthiques, économiques et technologiques qu'il faudra dépasser à l'avenir pour faire de ces astres terrifiants le nouveau Graal.